Si vous êtes solopreneur ou dirigeant de TPE, PME et que vous travaillez plus de 50 heures par semaine, cette vidéo va vous être très utile parce que je vais vous montrer comment dégager 5 à 10 heures par semaine, comment sortir de l'opérationnel et comment travailler sur des tâches à haute valeur ajoutée que vous prenez plaisir à faire grâce à ce qu'on appelle la matrice DRIP. Mais juste avant, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Simon Cavé, je suis le fondateur d'Everlab et depuis 2017, j'ai aidé plus de 1800 dirigeants et salariés à mieux gérer leur temps. Et notre mission chez Everlab, c'est d'aider plus de 100 000 dirigeants à libérer 5 à 10 heures par semaine grâce à des systèmes éprouvés. Dans son livre Buy Back Your Time, Dan Martell explique comment vous pouvez diminuer votre temps de travail tout en développant votre entreprise sans vous épuiser. Ce qu'il faut savoir au sujet de Dan Martell, c'est que c'est un serial entrepreneur américain qui a créé plusieurs boîtes par le passé, il a 20 ans d'expérience. Il conseille aussi des centaines de chefs d'entreprise, il les aide à mieux gérer leur temps, à mieux recruter et à mettre en place des systèmes. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience et son livre est super pertinent, je vous recommande vraiment de le lire. Dans cette présentation, j'aimerais vous donner quelques idées clés que j'ai retenues de ce livre et qui vont vous permettre de libérer du temps et de travailler sur des choses qui vous plaisent vraiment. La première idée du livre, ce sont les 3 niveaux d'échange. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe 3 niveaux d'échange. Le premier, ce sont les employés. Ensuite, on a les entrepreneurs et les bâtisseurs d'empire. On va voir chacun d'entre eux maintenant. Le premier niveau, c'est employé. Donc un employé, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va échanger son temps contre de l'argent. Quand vous travaillez pour une entreprise, vous allez arriver au travail à 8 heures le matin, repartir à 17 heures le soir, et ensuite, à la fin du mois, vous allez recevoir un salaire. Et ce que beaucoup de chefs d'entreprise n'aiment pas entendre, c'est que ça reste malgré tout des employés, parce qu'ils échangent leur temps contre de l'argent. Quand vous êtes freelance, quand vous êtes consultant à votre compte, coach, etc., vous échangez votre temps contre de l'argent. C'est-à-dire que votre client va vous payer une somme et en échange de cette somme, vous allez accomplir un travail donné. Donc si vous êtes développeur web, vous allez coder. Si vous êtes rédacteur, vous allez rédiger des pages de vente, rédiger des articles. Si vous êtes garagiste, vous allez réparer des véhicules, etc., etc. Donc c'est quelque chose que les entrepreneurs n'aiment pas entendre, mais beaucoup d'entrepreneurs restent malgré tout des employés à leur compte, mais des employés tout de même. Et donc si on regarde au niveau de l'organigramme d'un employé, c'est assez simple, vous êtes tout seul et vous gérez toutes les fonctions de votre entreprise seul. Vous êtes à la fois au four et au moulin. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau entrepreneur. Quand vous devenez entrepreneur, quand vous prenez conscience que l'argent est un levier qui va vous permettre de développer votre entreprise. Et donc l'échange va se faire de la façon suivante, c'est que vous allez échanger votre argent contre du temps. Vous allez acheter ce qu'on appelle du leverage, donc un effet de levier. Et donc vous allez rentrer dans une logique de déléguer vos tâches, d'investir dans des outils qui vont vous permettre de gagner du temps, pour que vous puissiez vous concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée qui vous permettent de développer votre entreprise. Donc là, on est à un niveau différent du premier niveau employé puisque on va utiliser notre argent stratégiquement. Et donc, quand on regarde l'organigramme d'un entrepreneur, ça pourrait ressembler à ça. Donc, vous dirigez votre entreprise et vous êtes entouré de personnes qui vont vous aider à la développer. Vous allez avoir un secrétaire, vous allez avoir un directeur administratif et financier, peut-être un directeur RH, directeur commercial, directeur marketing. Vous allez embaucher des personnes pour chaque fonction de votre entreprise, pour vous décharger de votre travail et pour que vous puissiez occuper une place plus stratégique dans votre entreprise. Ensuite, on a le niveau 3 qui est un tout autre niveau, qui sont les bâtisseurs d'empire. Donc quand vous êtes bâtisseur d'empire, l'échange est le suivant, c'est que vous allez échanger votre argent contre plus d'argent pour gagner en liberté. Donc, quand vous êtes à ce stade-là, ce sont d'autres personnes qui gèrent vos entreprises et vos investissements à votre place. Et vous avez la liberté de faire ce que vous voulez de vos journées. Donc c'est un peu le niveau ultime du jeu. Et à ce niveau-là, on va retrouver des bâtisseurs d'empire comme Richard Branson, Oprah, The Rock, Joe Rogan, Warren Buffett, Andrew Wilkinson et bien d'autres. Et un organigramme de bâtisseur d'empire, ça ressemble à ça. C'est que vous êtes au sommet. Vous avez des assistants qui s'occupent de gérer toute votre logistique quotidienne, vos rendez-vous, vos emails, aussi peut-être vos différentes interactions que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, les événements auxquels vous participez, etc. Et ensuite, vous avez plusieurs entreprises. Et pour chacune de ces entreprises-là, vous avez un PDG
qui s'occupe de l'entreprise en question. Et la raison pour laquelle, à ce niveau-là, vous échangez votre argent contre de l'argent, c'est que vous allez recruter des PDG ou alors des DG pour chacune de vos entreprises. Donc, vous allez investir de l'argent dans leur salaire. Et en échange, vous allez recevoir plus d'argent puisque ces personnes seront en mission pour développer chacune de vos entreprises. Donc, quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes bien loin de l'opérationnel. C'est pas vous qui allez faire vos présentations PowerPoint, c'est pas vous qui allez prospecter. Toutes ces choses-là, ce sont des personnes qui vont s'en occuper à votre place. Vous, à ce niveau, vous êtes plutôt sur le travail de vision, le travail stratégique de votre groupe, de votre empire. Donc, pour comprendre la distinction entre entrepreneur et bâtisseur d'empire, Dan donne un exemple assez parlant. C'est qu'il explique qu'un jour, il est invité par Richard Branson dans un de ses chalets. Ce qu'il faut savoir au sujet de Richard Branson, donc si vous ne connaissez pas, il est à la tête de l'Empire Virgin. Et ce qu'il fait régulièrement, c'est qu'il organise des événements, il organise des week-ends entre entrepreneurs pour faire du networking et pour développer son empire, justement. Et un jour, Dan est invité par Richard Branson dans un de ses chalets pour passer un séjour au ski. Et Dan part avec son ami qui s'appelle Lionel. Lionel, c'est un dirigeant d'entreprise, donc il dirige une société forestière qui génère 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et pendant tout son séjour, il était constamment rivé sur son ordinateur pour gérer les urgences et il passait une grande partie de son temps au téléphone avec ses employés et ses clients. Il était encore dans l'opérationnel et il passait son temps à éteindre le feu. Et je pense que si vous suivez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes aussi comme Lionel, où vous travaillez les soirs et les week-ends, et ça fait un bon moment que vous n'avez pas pris de vraies vacances, parce que vous ne pouvez pas décrocher de votre travail, étant donné que votre entreprise est dépendante de vous. Ce qui fait que pendant son séjour, Lionel n'a pas pu profiter de ses vacances, il a dû travailler. Et à côté de ça, on a Richard Branson, qui est à la tête de plus de 400 entreprises, qui emploie 70 000 personnes dans le monde, et pendant son séjour, il consultait à peine son téléphone et il était interrompu par aucun problème urgent. Pourquoi ? Parce que Richard Branson a mis en place des systèmes pour gérer son empire. Et un des systèmes qu'il a mis en place, c'est d'être entouré par une armée d'assistants. Donc ici, on voit sur ces photos qu'il a un paquet d'assistants qui gèrent pour lui toute sa logistique, ses emails, sa planification, pour que lui puisse se concentrer sur la chose qu'il maîtrise le mieux, c'est sa marque personnelle et la vision du groupe Virgin. Donc son groupe ressemble à ça. On a Richard Branson qui est à la tête de son empire. Il a des assistants qui l'accompagnent dans son quotidien. À chaque fois qu'il part quelque part, en séjour au ski, en séjour à la mer, il est toujours accompagné de ses assistants. Un peu comme si vous partiez à la mer ou à la montagne, sauf que vous avez votre téléphone qui vous sert d'assistant. Richard Branson a carrément des personnes qui s'occupent de ces tâches à sa place. Et ensuite, pour chacune de ces entreprises, donc pour Virgin Spa, Virgin Atlantic, Virgin Mobile, Virgin Radio et les centaines d'autres entreprises de son groupe, il a des PDG, des DG qui s'occupent pour lui de faire fructifier ces entreprises, de les développer pour développer l'empire Virgin. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment passer d'employé à bâtisseur d'empire. Donc comment vous pouvez passer du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3. C'est ce qu'on va voir dans un instant, mais juste avant, j'ai préparé pour vous un petit quiz. Donc si vous êtes chef d'entreprise, ça peut vous intéresser, puisque ce quiz va vous permettre de savoir comment gagner 5 à 10 heures par semaine. Donc je vais vous poser une série de questions pour en savoir un peu plus sur vous, la façon dont vous gérez votre temps. Et à la fin du quiz, vous saurez quel chef d'entreprise vous êtes, et vous découvrirez aussi 4 conseils personnalisés pour libérer 5 à 10 heures par semaine. Donc si vous souhaitez faire ce quiz, vous trouverez le lien dans la description. Donc comment passer du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 3 ? Dan explique que c'est grâce à la matrice DRIP. La matrice DRIP vous permet de déterminer la valeur d'une tâche en fonction de l'argent qu'elle vous génère et de son niveau d'énergie. Donc sur ce cadran, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver la délégation, le remplacement, la production, l'investissement, et on va voir donc chacune de ces dimensions. Premièrement, on a le niveau de délégation. Pour la délégation, ce sont toutes les tâches qui drainent votre énergie. Vous êtes
pas du tout motivé pour les faire. Ce sont des choses que vous redoutez, sur lesquelles vous avez tendance à procrastiner, donc elles vous apportent très peu d'énergie. Ce sont aussi des tâches qui vous apportent peu d'argent. Donc ce sont des tâches superflues, peut-être des tâches aussi répétitives. On va retrouver par exemple des tâches administratives, la facturation, le traitement des emails. Pour les tâches de ce cadran, vous devez trouver quelqu'un le plus rapidement possible pour s'en occuper à votre place. Pour vous donner un exemple concret, il y a quelques mois, je voulais mettre à plat mon tracking sur le média Everlab pour pouvoir mieux traquer mes visites, mes conversions, etc. Et ce que j'ai fait, plutôt que de faire les choses moi-même et de m'intéresser au côté technique, eh bien, j'ai embauché un freelance pour qu'il puisse s'en occuper à ma place. Et grâce à ça, j'ai pu gagner plusieurs dizaines d'heures, parce que si j'avais voulu le faire moi-même, il aurait fallu que je m'intéresse à la technique, donc j'aurais dû me former sur le sujet, j'aurais dû ensuite mettre en place les outils de tracking, sachant qu'en plus, ils n'auraient pas forcément été bien faits parce que ce n'est pas ma spécialité. Et donc, plutôt que de faire cette tâche qui draine mon énergie, qui ne m'intéresse pas forcément et qui ne me rapporte pas d'argent, j'ai préféré déléguer cette tâche à quelqu'un. Et c'était une façon bien plus efficace de gérer mon quotidien parce que, en faisant ça, j'ai pu me concentrer sur des choses qui ont une réelle valeur ajoutée sur mon entreprise. Donc la première chose ici, la première chose à faire, c'est de déléguer toutes ces petites tâches qui drainent votre énergie, qui ne vous apportent pas d'argent, pour que vous puissiez vous concentrer sur d'autres choses qui ont plus de valeur ajoutée pour votre entreprise. Ensuite, on a le cadran remplacement. Remplacement, là encore, ce sont les tâches ou les fonctions de votre entreprise qui drainent votre énergie, mais par contre qui vous rapportent de l'argent. Donc ça va être des tâches importantes comme par exemple l'onboarding client, les tâches de vente, les tâches de marketing, de management. Donc ce sont des tâches importantes, mais ce sont des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire ou que vous prenez pas plaisir à faire. Et ces tâches sont un petit peu plus délicates à déléguer parce que elles vont vraiment ajouter de la valeur à votre entreprise. Et donc vous devez faire très attention à ce que vous déléguez et la façon dont vous le déléguez. Et un autre framework qu'on nous donne dans le livre, c'est l'échelle de remplacement. C'est ce qui va vous permettre de déléguer graduellement les fonctions de votre entreprise pour que vous puissiez vous détacher petit à petit de l'opérationnel et que vous fassiez des tâches qui vous plaisent vraiment dans votre quotidien et sur lesquelles vous êtes bon. Donc l'échelle fonctionne de cette façon-là, c'est que vous commencez par déléguer vos tâches administratives. Donc pour ça, vous allez recruter un assistant administratif qui va être responsable de gérer votre boîte mail pour vous, de valider des devis, de répondre aux invitations, etc. Ensuite, il va s'agir de déléguer ce qu'on appelle le Customer Success. Le Customer Success, c'est ce qui concerne la livraison de vos produits et services. Si vous êtes coach, il va s'agir de déléguer la partie coaching, les sessions de coaching que vous faites, l'accompagnement avec vos clients. Si vous vendez du café, ça va être la production de café. Bref, vous comprenez l'idée. Pour déléguer le Customer Success, vous allez devoir recruter un Customer Success Manager qui va s'occuper pour vous de toute cette partie donc de production, d'onboarding et de support. Ensuite, vous allez déléguer le marketing. Donc le marketing, pour ça, vous allez déléguer un directeur marketing qui va s'occuper des campagnes et du trafic. C'est lui qui va gérer votre stratégie de contenu, la gestion de vos campagnes, vos publicités, vos partenariats. Ensuite, on a la vente. La vente, il va s'agir ici de déléguer les tâches de prospection, d'appel, de suivi, d'upsell, de cross-sell. Donc pour ça, vous allez devoir recruter un directeur commercial. Et ensuite, dans la dernière strate, vous avez le leadership. Et là, ça va être recruter un PDG ou un DG qui va s'occuper de la grande vision de votre entreprise et qui va avoir pour priorité de faire grandir votre entreprise à votre place. Et donc, si vous déléguez ces 5 niveaux-là, vous allez pouvoir complètement sortir de votre entreprise, comme Richard Branson a pu le faire par le passé, pour travailler sur d'autres choses, peut-être d'autres entreprises, etc. Sachant que vous n'êtes pas obligé de déléguer ces 5 niveaux-là. Il se peut que parmi ces 5 niveaux, il y ait certains niveaux qui vous plaisent. Il y a des fonctions dans votre entreprise qui vous plaisent. Peut-être que par exemple, ce que vous aimez, vous, c'est le marketing. Vous aimez créer du contenu, vous aimez créer des campagnes publicitaires. C'est quelque chose qui vous stimule, que vous trouvez intéressant. Et donc, ce qui pourrait être pas mal, c'est de conserver cette fonction-là et de déléguer les autres. Parce que l'approche DRIP, l'approche que Dan nous donne, l'idée derrière cette approche, c'est pas de déléguer 100% de vos tâches. C'est en fait de déléguer les tâches qui drainent votre énergie pour garder que les tâches
qui vous plaisent vraiment. Alors bien sûr, si vous êtes dans une dynamique de devenir bâtisseur d'empire, là on est dans une logique différente où bien sûr à chaque fois, il faut que vous déléguiez les 5 niveaux. Vous allez créer une entreprise, vous allez créer des services, créer des produits et ensuite vous allez déléguer le niveau 1, 2, 3, 4, 5, puis vous allez refaire la même chose avec une autre entreprise. Mais pas tout le monde ne veut devenir bâtisseur d'empire. Peut-être que vous, ce que vous aimez, c'est vous aimez peut-être la société, l'entreprise que vous avez créée pour laquelle vous travaillez, et vous aimez cette entreprise, vous n'avez pas forcément envie d'en créer d'autres. Et bien à ce moment-là, ce qui peut être intéressant avec l'échelle de remplacement, c'est de conserver les fonctions de votre entreprise qui vous plaisent vraiment et de déléguer le reste. Et un bon exemple de ça, de personne qui a vraiment un énorme succès et qui malgré tout reste quand même dans certaines tâches opérationnelles, c'est Dharmesh, le PDG d'HubSpot. HubSpot, c'est une entreprise qui est valorisée à plusieurs milliards de dollars. Dharmesh s'assoit sur une fortune personnelle de plusieurs centaines de millions de dollars au minimum. Et il expliquait dans un podcast récemment que j'ai interviewé, c'est que il reste quand même dans des tâches très opérationnelles de développement. Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le marketing, c'est pas le côté commercial, le côté leadership, etc. Tout ça, ça l'intéresse pas. Il a réussi à déléguer tout ça pour vraiment créer sa place dans l'entreprise. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de développer des choses. Ça reste un développeur avant tout. Et ce qu'il fait, malgré tout, malgré en étant à la tête d'une entreprise qui est valorisée à plusieurs milliards, il continue de développer certaines fonctionnalités pour HubSpot. La dernière en date, par exemple, c'est qu'il a créé un projet au sein de l'entreprise qui s'appelle Agent AI. Et il a créé une sorte de marketplace un peu comme Malt, sur laquelle on peut recruter des agents IA pour faire certaines tâches. Et c'est lui-même qui l'a codé de A à Z. Et certaines personnes pourraient se dire, mais ça n'a aucun sens de faire ça, il pourrait très bien le déléguer avec sa fortune personnelle, il pourrait embaucher des personnes pour le faire pour lui, mais on en revient à l'idée de qu'est-ce qui me plaît de faire chaque jour. Et pour Dharmesh, lui, ce qui lui plaît, c'est de développer des projets, c'est de commencer de nouvelles choses, c'est de coder, il s'intéresse à ces choses-là. Et même s'il pourrait très bien le déléguer, il ne le fait pas parce que ça lui plaît. Donc c'est un exemple parfait de l'échelle de remplacement et de sa capacité à avoir délégué des tâches comme l'administration, le customer success, la vente, le leadership, le marketing, mais d'avoir quand même conservé une dimension de son entreprise qui lui plaît vraiment, et c'est le développement. Donc c'est ce que vous pouvez faire. Vous avez le choix au niveau de l'échelle de remplacement. Encore une fois, c'est soit vous aimez travailler pour votre entreprise et vous voulez conserver votre entreprise et ne garder que certaines parties de celle-ci, ou alors vous voulez vraiment devenir un bâtisseur d'empire, prendre de la hauteur sur chaque société, et à ce moment-là, vous devrez déléguer les 5 différents barreaux de l'échelle de remplacement. Ensuite, on a la dimension investissement. L'investissement, c'est ce qui va vous donner beaucoup d'énergie, mais qui va vous rapporter moyennement d'argent. Donc, en tout cas, ça ne va pas vous apporter d'argent tout de suite ou pas directement. Ça va être par exemple une activité physique. Vous allez faire une activité physique, c'est un investissement pour vous, pour rester en bonne santé, mais c'est aussi un investissement pour vos performances au travail. Lorsque vous entretenez une activité physique régulière, il a été prouvé scientifiquement que vous êtes plus performant au travail, vous êtes plus concentré, vous procrastinez moins, et donc par conséquent, comme vous êtes plus efficace au travail, ça veut dire que vous développez mieux votre entreprise. Donc cette idée d'activité physique, c'est un investissement qui, in fine et indirectement, peut vous apporter plus d'argent, mais ça reste indirect. Ensuite, il y a le réseautage. C'est régulièrement contacter de nouvelles personnes, ça peut être des pairs, ça peut être d'autres entrepreneurs, pour entretenir votre réseau. Comme disaient les Américains, your net worth is your network. Donc l'idée, c'est de de constituer ce réseau de personnes qui, peut-être dans 1, 2, 3, 10 ans, aura du sens, parce qu'à ce moment-là, vous allez peut-être développer certains partenariats. Pareil pour les collaborations, là encore, c'est un investissement. Peut-être que vous allez faire des conférences gratuitement pour paraître devant certaines personnes. Peut-être que vous allez écrire un livre. On sait très bien que ça ne rapporte pas grand-chose. C'est pas en devenant auteur que vous pouvez vraiment gagner votre vie. Il y a très peu d'auteurs qui gagnent vraiment leur vie. Par contre, ça peut être une super carte de visite d'avoir un livre et d'avoir un livre édité. Ça peut être aussi de faire des interviews avec d'autres personnes gratuitement. Donc ce sont toutes ces collaborations qui peuvent vous conduire à avoir de l'argent directement ou indirectement. On a aussi les loisirs comme le vélo, yoga, peinture, et bien sûr le développement personnel.
avec cette importance de toujours se former continuellement, d'apprendre de nouvelles choses, de lire, de suivre des formations, de suivre des accompagnements, etc. Et enfin, on a le niveau de production. Le niveau production, c'est le niveau ultime, c'est ce qui vous apporte le plus d'énergie et le plus d'argent. Donc, ce sont les activités sur lesquelles vous devez passer le plus de temps, parce que c'est là vraiment qu'il y a de la valeur et c'est là que vous prenez plaisir à faire les choses. Donc, dans le cas précédent que je vous expliquais avec Dharmesh, lui, sa production, c'est le développement de nouvelles solutions pour HubSpot. Là, il est dans sa zone de génie, il est dans ce qui lui donne de l'énergie, parce qu'il adore coder, il adore développer de nouveaux projets, et il est aussi ce qui est dans un domaine qui lui rapporte de l'argent, parce que ce projet-là, bien sûr, sera monétisé tôt ou tard. Pour le moment, il est gratuit, mais il sera monétisé. D'ailleurs, il me semble même qu'il est déjà monétisé. Et donc là, il est dans sa zone de production. Et vous, l'idée, par rapport à votre entreprise, c'est que vous puissiez aussi être dans votre zone de production et de vous demander qu'est-ce qui actuellement me donne de l'énergie, me motive, me donne envie de me lever le matin et qui me rapporte aussi de l'argent. Et une fois que vous avez identifié ces fonctions-là de votre entreprise et ces tâches ou ces projets, vous devez chercher à passer le plus de temps possible sur cette dimension-là de votre entreprise et ensuite à mettre en place des systèmes pour pouvoir déléguer, automatiser tout le reste. Donc ça va être des tâches administratives, les tâches que vous n'aimez pas forcément faire, peut-être la fonction de prospection que vous n'aimez pas. Donc l'idée c'est d'optimiser tout le reste pour vous concentrer sur ce qui vous plaît vraiment. La logique pour réussir à mettre tout ça en place, c'est ce que Dan appelle le buyback loop. Ça commence par un audit. Vous allez faire un audit de votre temps de travail, de vos tâches, pour identifier les tâches qui vous apportent peu d'argent et qui drainent votre énergie. Ensuite, vous allez transférer ces tâches à d'autres personnes. Donc ça peut être votre équipe déjà présente. Peut-être que vous pouvez leur donner de nouvelles tâches. Ça va être une nouvelle recrue potentiellement, ou même peut-être quelqu'un à mi-temps. Vous allez transférer ces tâches que vous n'aimez pas faire. Et puis ensuite, vous allez analyser votre temps. Vous allez voir que vous allez avoir plus de temps dégagé. Et avec ce temps que vous avez en supplément, vous allez pouvoir allouer ce temps pour de nouvelles tâches et vous libérer en fait de tâches que vous n'aimez pas faire. Donc vous allez avoir plus de temps une fois que vous avez transféré les tâches que vous n'aimez pas faire. Et avec ce temps que vous avez libéré, vous allez pouvoir travailler sur des tâches que vous aimez faire. Et ensuite, vous repartirez à zéro. Une fois que vous travaillez sur ces nouvelles tâches, vous allez faire de nouveau un audit pour savoir les tâches que vous n'aimez pas faire. Vous allez les transférer et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle le buyback loop. Et c'est comme ça que vous pouvez libérer du temps dans vos semaines. Donc encore une fois, si vous voulez libérer 5 à 10 heures par semaine, je vous invite à passer le quiz que j'ai préparé pour vous. Je vous poserai quelques questions et ça vous permettra ensuite de savoir comment libérer du temps. Je vous donnerai 4 conseils spécifiques. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo.